Chapitre I. Les murmures de la lune. La lune s'élevait lentement au-dessus des montagnes argentées, immenses et éclatantes, comme une reine prenant place sur son trône céleste. Ses rayons baignaient le royaume de Pilaknabuan d'une lumière douce et irréelle, transformant les forêts en mer d'ombre mouvante et les rivières en rubans scintillants. Dans ce royaume, les femmes louves levaient toujours les yeux vers la lune avec respect et ferveur. Elle était leur guide, leur mère et leur protectrice. Mais cette nuit-là, la lune semblait plus lourde, plus vibrante, comme si elle portait en son sein un secret prêt à éclore. La reine Koa, souveraine de Pilaknabuan, ne trouvait pas le sommeil. Depuis plusieurs nuits, des rêves étranges la hantaient. Une silhouette inconnue, des yeux bleus, une d'azur qui la fixait à travers les ténèbres, et une voix douce qui murmurait son nom. Elle se réveillait toujours le cœur battant, comme si elle avait couru des heures. Ce soir, incapable de rester dans ses appartements, elle avait quitté le palais pour marcher seule jusqu'au temple de Tairi, la déesse de l'amour et de la beauté. Ses pas résonnaient sur les dalles de marbre, et son manteau de velours noir glissait derrière elle comme une ombre. La grande salle du temple était silencieuse, seulement éclairée par les flammes des torches éternelles. La statue de Tairi, haute de plusieurs mètres, se dressait devant elle. La déesse y était représentée sous les traits d'une femme majestueuse, tenant une rose éternelle dans une main et un croissant de lune dans l'autre. Ses yeux sculptés semblaient vivants, emplis d'une douceur infinie. Koa s'agenouilla, posant ses mains sur le sol froid. Elle ferma les yeux et murmura « Tairi, mère de l'amour, éclaire mon chemin. » Un silence profond s'installa. Puis, soudain, l'air vibra. Les flammes des torches s'inclinèrent comme sous l'effet d'un souffle invisible. La statue s'illumina d'une clarté argentée. Et une voix douce mais impérieuse emplit la salle. « Reine Koa de Pilaknabuan, écoute ma volonté. » Koa releva la tête, ses yeux écarquillés fixant la statue désormais animée d'une lumière surnaturelle. Le temps est venu. La lignée royale ne peut s'éteindre, et ton peuple a besoin d'un héritage béni. Mais ton destin ne se trouve pas parmi celles qui t'entourent. Il est lié à une âme venue d'ailleurs, d'un monde que tes yeux n'ont jamais contemplé. La reine sentit son souffle se bloquer. Une étrangère? Une humaine? Lors de la fête de Maïnapolu, quand la lune sera à son apogée, je ferai descendre des cieux celle qui partagera ta vie. Elle portera en elle la bénédiction de mes dons, et de votre union naîtra une descendance aux yeux d'azur, signe de mon amour éternel. Prépare ton peuple, prépare ton cœur, car devant tous, je déposerai dans tes bras la fiancée de l'autre monde. La lumière s'intensifia, puis s'éteignit brusquement, laissant la salle dans une obscurité presque totale. Koa resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que ce qu'elle venait de vivre n'était pas une hallucination. Tairi lui avait parlé. La prophétie était claire. De retour au palais, Koa ne pouvait chasser de son esprit l'image fugace que la déesse lui avait montrée. Une jeune femme aux cheveux bordeaux, penchée sur des livres, entourée de 2 chiens fidèles. Ses yeux bleus d'azur brillaient d'une intensité troublante, comme s'ils avaient traversé les mondes pour la fixer, elle, reine de Pilaknabuan. Mais avec cette vision venait aussi une inquiétude. Comment son peuple accueillerait-il une étrangère? Déjà, des murmures s'élevaient dans les cours et les marchés. Certaines femmes louves rêvaient d'un miracle. D'autres craignaient qu'une humaine ne comprenne jamais leurs coutumes, leur lien à la lune, leur nature profonde. Koa, elle, oscillait entre la peur et l'espérance. Elle avait toujours porté seule le poids de la couronne, consciente que son devoir passait avant ses désirs. Mais pour la première fois, une promesse d'amour s'ouvrait devant elle. Un amour choisi non par la politique ou la tradition, mais par la déesse elle-même. Les jours suivants, la cité entière s'activa. Les prêtresses préparèrent l'encens sacré, mélange de résine et de pétales lunaires, destiné à guider l'âme de l'élu à travers les mondes. Les musiciennes répétaient les chants anciens, leurs voix s'élevant dans les rues comme des prières. Les artisans dressaient des arcs de fleurs blanches et d'argent, et les enfants couraient en riant, portant des lanternes de cristal. Chaque pierre, chaque étoffe, chaque flamme devait être parfaite, car cette fête ne serait pas seulement une célébration de la lune, elle serait le théâtre d'un miracle. Pourtant, au milieu de cette effervescence, Koa se sentait seule. La nuit, elle se retirait sur le balcon de ses appartements, contemplant la lune. Elle posait une main sur sa poitrine, là où battait son cœur, et murmurait « Tairi, ai-je la force d'accueillir cette étrangère? Sera-t-elle prête à m'aimer? À aimer mon peuple? Ou bien fuira-t-elle devant ce destin imposé ?»
Mais chaque fois, la lune semblait lui répondre par un éclat plus vif, comme pour lui rappeler que la volonté divine ne se discute pas. Pendant ce temps, loin de Pilaknabuan, Stella vivait ses propres bouleversements. Elle venait de recevoir ses diplômes universitaires, l'un en agriculture, l'autre en médecine vétérinaire. Ses professeurs l'avaient félicitée, ses camarades l'avaient applaudi, et ses yeux bleus d'azur brillaient d'une fierté mêlée d'émotion. À ses côtés, fidèle comme toujours, trottaient ses deux compagnes à quatre pattes. Roxy, la grande collée croisée berger allemand, protectrice et douce. Akira, la petite livrière italienne croisée chihuahua, vive et nerveuse, mais au cœur débordant d'affection. Elle semblait comprendre que ce jour était spécial, et leur queue battait joyeusement l'air. Stella avait pris la route pour rejoindre la maison de ses grands-mères, où une grande fête familiale l'attendait. Elle imaginait déjà les rires, les embrassades, les plats préparés avec amour. Ses grands-mères, piliers de sa vie, avaient toujours cru en elle, et ce soir, elles allaient célébrer son succès avec toute la famille réunie. La voiture roulait tranquillement sur une route bordée de forêts. Roxy, assise à l'arrière, observait le paysage avec calme, tandis qu'Akira, installé sur le siège passager, posait parfois sa petite tête sur la cuisse de Stella. Mais soudain, tout bascula. Un bruit sourd de branches brisées retentit dans les bois. Avant même que Stella n'ait le temps de réagir, un grand cerf surgit de la forêt, lancé à une vitesse folle. Ses bois majestueux scintillèrent un instant dans la lumière, puis il heurta violemment le côté conducteur du véhicule. Le choc fut brutal. La voiture dérapa, les pneus hurlèrent contre l'asphalte. Stella sentit le volant vibrer entre ses mains, son cœur bondit dans sa poitrine. Roxy aboya d'un ton grave, Akira poussa un petit cri apeuré. La voiture bascula légèrement sur le bas-côté, avant de s'immobiliser dans un fracas de métal et de verre. Le silence,